Bonjour à tous. Donc la matinée d'aujourd'hui va être consacrée à des présentations plus axées sur des illustrations en fait, des méthodes mixtes. Donc l'idée d'hier, c'était de poser un peu le cadre théorique de la question des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives, également par le biais de l'intervention de Bruno, de poser la question de l'intérêt des méthodes mixtes. Et donc ce matin, on va avoir une série de présentations qui vont vous permettre de voir à partir de cas concrets la manière dont on peut mêler sur une même enquête des approches quantitatives ou des approches qualitatives. Et on aura également une présentation en deuxième partie de matinée de l'approche biographique avec une illustration à partir de l'enquête par cas. Donc je vais commencer donc la première présentation de ce matin. Donc je suis Marie-Geoffrey Roustide. Je suis sociologue, chercheur à l'INSERM, au CERMES 3, un laboratoire de sociologie de la santé de l'INSERM, et donc qui est également affilié à Paris Descartes, au CNRS et à l'EHESS. Donc moi, je travaille sur la question des usagers de drogue et des usagères de drogue, et donc je vais vous présenter, à partir d'une enquête que nous avons menée avec mon équipe, la manière dont une approche qualitative et une approche quantitative peuvent se combiner. Alors tout d'abord, quelques éléments donc, de contexte et des objectifs du projet. Donc tout d'abord, quelques éléments de contexte. Donc je vais beaucoup parler d'usage de drogue. Et moi, dans le cadre de mes travaux, en fait, je m'intéresse à la question de l'usage de drogue par le biais de l'exposition aux risques infectieux, et en particulier par le biais de l'exposition au risque VIH ou au risque hépatite B, hépatite C. Et en fait, pour l'hépatite C, qui est mon sujet d'intérêt principal, c'est l'usage de drogue par voie intraveineuse, et en particulier le fait de partager des seringues lors de la consommation de drogue, qui constitue en fait un facteur de risque majeur de la transmission de l'hépatite C. C'est le cas également pour le VIH. Et donc ce qu'on sait d'après la littérature, c'est qu'il y a en fait certains contextes, comme par exemple la première injection, ou certaines populations qui sont confrontées à une vulnérabilité particulièrement importante vis-à-vis des risques et vis-à-vis de la transmission du VIH et de l'hépatite C. Alors, pour répondre à cette question de la transmission de l'hépatite C et du VIH par le biais du partage de seringues, en France et à l'étranger, une réponse publique a été mise en place par les pouvoirs publics. C'est ce qu'on appelle la politique de réduction des risques. Et cette politique de réduction des risques, elle se caractérise par la mise à disposition d'un certain nombre d'outils, comme les seringues ou les traitements de substitution aux opiacés, qui sont censés permettre de réduire la transmission du VIH et du VHC chez les usagers de drogue. Alors, ces mesures ont été évaluées au plan international et il a été mis en évidence donc qu'elles avaient un effet positif sur la diminution de la transmission. Mais on va le voir, il y a encore une exposition au risque qui persiste, et en particulier en lien avec certains contextes sociaux et certaines populations d'usagers de drogue. Alors, ces mesures de réduction des risques, elles ont été évaluées la plupart du temps donc, par le biais d'enquêtes quantitatives. On a énormément de recherches dans le domaine de l'épidémiologie qui ont été mises en place sur cette question de l'exposition au risque VIH et VHC chez les usagers de drogue. Mais il est important également, selon moi, et je vous le montrerai tout au long de cette présentation, d'utiliser également pour étudier cette question une approche de sciences sociales, parce que, en fait, les enquêtes épidémiologiques ont souvent tendance à figer les pratiques, on l'a évoqué, à se référer à une moyenne, alors que les sciences sociales, elles, à l'inverse, vont mettre en valeur la diversité des rapports à l'usage, vont montrer également que les rapports à l'usage peuvent évoluer en fonction des produits et en fonction des contextes d'usage, et surtout, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que ce que les sciences sociales peuvent montrer, c'est que les pratiques d'usage de drogue, mais également les pratiques d'exposition au risque, peuvent également faire sens dans les trajectoires des usagers. Et donc l'idée de ces approches, c'est aussi de mettre un peu à distance ou de compléter des approches qui jusqu'à présent étaient essentiellement biomédicales, pharmacologiques, et qui avaient tendance parfois à produire une vision un peu morale de l'usage de drogue. Alors, je vais passer maintenant donc à la description de la méthodologie de l'enquête, donc de manière très rapide, puisque ensuite, l'idée c'est de vous montrer comment, à partir de ces méthodes, on peut appréhender la question de l'exposition au risque VIH et hépatite C chez les usagers de drogue un peu autrement.
Donc l'enquête sur laquelle je vais m'appuyer ce matin s'appelle l'enquête Coquelicot. Donc elle est soutenue donc, par l'Agence nationale de recherche sur le sida, l'ANRS, et elle est constituée de 2 volets, un volet épidémiologique et un volet socio-anthropologique. Donc concernant le volet épidémiologique, donc, cette enquête est une enquête de séroprévalence. Elle a été réalisée à 2 reprises, en 2004 puis ensuite sur la période 2011-2013. Elle est réalisée sur plusieurs villes, donc Lille, Strasbourg, Paris, Marseille et Bordeaux, et 2 départements, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis. Le choix de ces villes est lié en fait à la diversité des pratiques de consommation dans ces zones géographiques particulières. Et donc c'est une enquête qui a été faite à partir d'un plan de sondage, un plan de sondage de type Time Location Sampling, c'est-à-dire un échantillonnage lieu-moment, auquel on a rajouté ce qu'on appelle la méthode généralisée du partage des poids. Et l'intérêt de la méthode généralisée du partage des poids, c'est qu'elle permet de prendre en compte, dans le plan de sondage, un élément important de la vie des usagers de drogue, c'est le fait qu'ils sont amenés à fréquenter, généralement à plusieurs reprises, les mêmes structures. Et donc, en fait, les usagers de drogue qui ont été recrutés dans le cadre de cette enquête, nous les avons recrutés par le biais de structures, donc de réduction des risques ou de prise en charge des addictions. Et donc, le fait de prendre en compte dans le plan de sondage le fait que les usagers puissent fréquenter à plusieurs reprises des mêmes structures permettait de leur attribuer un poids différent, non seulement en fonction de la taille de la structure, à partir de la méthode Time Location Sampling, mais également en fonction du nombre de fois où ils avaient pu fréquenter les structures dans lesquelles on était amené à les recruter. Donc, on a travaillé à partir d'un échantillon aléatoire. Donc, sur le plan statistique, une des forces de l'enquête, c'était qu'on a pu recruter donc, les usagers dans la quasi-totalité du dispositif de prise en charge. On a 101 structures qui ont participé à l'enquête en 2004, 122 en 2011, et on a eu un taux d'acceptation de 100% de la part des structures, c'est-à-dire que toutes les structures qui avaient été identifiées comme pouvant accueillir des usagers de drogue ont été inclus dans l'enquête. Donc le critère d'inclusion, c'était d'avoir sniffé ou injecté au moins une fois dans la vie et d'être francophone. Le critère d'inclusion est lié à la thématique d'intérêt. En fait, l'injection ou le sniff sont les modalités de transmission du VIH ou de l'hépatite C par le biais de l'usage de drogue. Alors, on avait donc cette enquête épidémiologique, durant laquelle, donc, qui était faite par des questionnaires qui étaient passés en face à face par des enquêteurs expérimentés, extérieurs aux structures de réduction des risques, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des professionnels qui travaillaient dans les structures, mais des enquêteurs extérieurs. Et on collectait également des données biologiques pour pouvoir objectiver la séroprévalence du VIH et du VHC, aller au-delà de données déclaratives. Et dans ce cadre-là, on a demandé aux usagers de drogue de faire un autoprélèvement de sang au bout du doigt, qui a été déposé sur Duvar, et ce qui nous a permis ensuite de collecter des données de séroprévalence du VIH et de l'hépatite C. Le taux de participation à l'enquête quantitative était de 75%, et le taux d'acceptation du prélèvement sanguin de 92%. Et donc, dans la dernière édition de l'enquête, en 2011, on a enquêté auprès de 1568 personnes. Alors, en parallèle à cette enquête épidémiologique, on a mené une enquête socio-anthropologique qui l'a portée donc, sur un échantillon donc, beaucoup plus restreint. 99 personnes ont été interrogées dans le cadre de ce volet socio-anthropologique, où là, on a mené des entretiens semi-directifs, mais qui s'apparentaient à des récits de vie. Je pourrais y revenir dans la discussion, c'est-à-dire qu'on partait d'une consigne assez large et on posait très peu de questions. L'idée, c'était de laisser les usagers de drogue eux-mêmes évoquer un certain nombre de thématiques qu'on avait définies a priori, mais ce qui était important pour nous, c'est de laisser l'usager évoquer spontanément ces questions sans qu'on soit amené, nous, à poser des questions. Alors, dans certains cas, ça marche très bien. Dans d'autres cas, on peut être amené, en fait, par des questions de relance, à réévoquer les thématiques qui peuvent nous intéresser dans le cadre de l'enquête. On a réalisé également, en complément à ces entretiens, des observations ethnographiques sur les lieux de consommation ou de deal et également dans les lieux de réduction des risques ou de prise en charge qui étaient fréquentés par ces usagers. Alors, l'intérêt du volet socio-anthropologique, j'y reviendrai tout au long de ma présentation, c'était, contrairement à l'enquête épidémiologique qui se faisait à un temps donné et qui portait
sur les pratiques des usagers sur des périodes très précises, c'était de pouvoir restituer la temporalité des trajectoires sur le long terme, d'appréhender le contexte social des prises de risque et surtout d'accéder à l'expérience singulière des personnes. Alors, on le verra tout à l'heure avec la présentation conjointe d'Eva Lelièvre et d'Annabelle Desgrues-Dubout. La question de la temporalité des trajectoires peut aussi être recueillie. Des données peuvent être recueillies dans le cadre d'enquêtes quantitatives, mais nous, dans notre cas, pour l'enquête quantitative, on ne collectait des données que sur des périodes très précises et c'est l'enquête qualitative qui nous a permis de reconstituer les trajectoires. Et donc, on se situait dans une démarche inductive à visée compréhensible où ce qui nous intéressait, c'était le sens que les personnes pouvaient attribuer à leurs actions en passant par la question des narrations, comme c'était évoqué hier soir dans la présentation de Marc-Henri Soulet. Et donc, ce qui était central pour l'enquête qualitative, c'était de s'intéresser aux données collectées et de partir de ces données comme point de départ de l'analyse. Alors, les objectifs de la recherche et le fait de mettre en application cette méthode mixte nous ont permis en fait de contribuer à l'amélioration des connaissances relatives à l'hépatite C et aux pratiques à risque chez les usagers de drogue et à essayer de comprendre les déterminants de ces pratiques à risque par le biais d'un éclairage pluridisciplinaire et méthodologique qui a associé une approche épidémiologique et une approche socio-anthropologique. Et puis, la problématique générale de la recherche s'intéressait en fait, comme je viens de le dire, à l'exposition au risque infectieux. Elle permettait également de décrire la vulnérabilité de certains groupes et elle interroge, on le verra tout à l'heure, également la perception du risque dans certains contextes sociopolitiques qui sont celui de la réduction des risques. Et dans notre enquête, on s'est intéressé, donc ça c'est les données qui sont venues produire cette question-là, on n'avait pas cette interrogation au départ, mais à la question de la manière dont le risque peut être perçu par les usagers confrontés à la manière dont nous, en tant que chercheurs, on avait pensé que le risque on avait pensé le risque d'une certaine manière en tant que chercheur, et en fait, cette perception du risque qui avait façonné le questionnaire épidémiologique a été totalement interrogée par les données qui ont été collectées dans le cadre de l'enquête qualitative. Alors, je vais vous présenter maintenant donc, des résultats de la recherche pour mettre en évidence l'intérêt et l'apport des méthodes mixtes. Alors, quelques éléments avant de partir sur les résultats, donc ils sont plutôt liés là de la littérature internationale et des enquêtes qui sont menées d'habitude sur cette question. Donc, pourquoi on s'est intéressé à la question des femmes usagères de drogue? Parce qu'en France, les données qui sont disponibles sur les usagers de drogue concernent généralement plutôt les hommes. La majorité des usagers de drogue pris en charge dans les structures de réduction des risques, donc et de prise en charge qui sont les structures à partir desquelles, en France, on a la possibilité de faire des enquêtes quantitatives, sont généralement des populations qui sont plutôt masculines. On a 3/4 d'hommes versus 1/4 des femmes qui fréquentent ce type de dispositif. Et donc, résultat, les profils et les pratiques des femmes usagères de drogue sont moins bien connus que celles des hommes parce qu'on a plus de difficultés à les capter dans ce type de dispositif. Alors, ce que met en évidence la littérature également, c'est que les femmes usagères de drogue sont encore plus que les hommes l'objet de stigmatisation sociale parce que la consommation de drogue et ses effets sont très éloignés donc des valeurs et des représentations sociales qui sont associées à la féminité. Donc, ce que montre la littérature, c'est que les femmes usagères de drogue, en plus de transgresser des normes sociales, des normes juridiques, elles transgressent également une norme de genre qui correspond à ce qui est attendu d'une femme concernant ces pratiques. Et donc, la plupart des publications internationales qui sont produites sur la question des femmes usagères de drogue, elles sont souvent centrées sur les risques et elles sont souvent centrées sur des figures particulières qui sont la femme usagère de drogue enceinte, mère, et la femme usagère de drogue qui se prostitue. Sur la question de la grossesse et les risques liés à la consommation de drogue pour l'enfant qui sont étudiés. Sur la question de la prostitution, là, ce qui est étudié, c'est plutôt les risques liés à la sexualité auxquels peuvent s'exposer les femmes usagères de drogue. Alors nous, dans le cadre de l'enquête, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir décrire justement les profils de ces femmes usagères de drogue qui sont mal connues, les pratiques d'exposition aux risques infectieux, et on s'intéressait également à l'analyse du rapport aux normes sociales et sanitaires chez les usagers de drogue en prenant en compte la question du genre. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps des données épidémiologiques très simples,
des analyses descriptives qui a été faite dans le cadre de l'enquête. Et ensuite, je vous présenterai donc les données que nous avons collectées, enfin une partie des données qui ont été collectées dans le cadre du volet qualitatif. Et ensuite, je vous montrerai comment l'un et l'autre de ces volets ont pu s'enrichir mutuellement. Donc, quand on a réalisé l'analyse du volet épidémiologique, voilà ce qui est ressorti concernant les variables principales qui ont été mises en avant comme pouvant représenter des spécificités pour les femmes usagères de drogue. C'est qu'en fait, ce que nous avons vu, c'est que les femmes usagères de drogue, elles vivaient beaucoup plus en couple que les hommes, donc elles étaient 2 fois plus nombreuses à vivre en couple. Elles avaient plus souvent des enfants que les hommes usagers de drogue. Leurs ressources provenaient plus souvent des allocations. Alors, quand on note ressources, allocations, c'est les principales sources de ressources. Ce n'est pas les allocations en plus de ressources liées aux revenus. Dans le cadre de notre enquête, on a uniquement 20% des usagers de drogue qui ont des ressources qui sont liées au travail. Et donc, en fait, les questions qu'on posait, c'est quelle est votre principale source de revenus? Et pour 15% des femmes, la principale source de revenus venait des allocations familiales ou de différents types d'allocations, mais ne venait pas du travail, du chômage ou du DIR. Et ensuite, un autre élément important et qui nous a interpellés dans le cadre du volet quantitatif, c'est qu'on a un tiers des femmes usagères de drogue qui déclaraient qu'à l'âge de 16 ans, elles vivaient seules, c'est-à-dire qu'elles ne vivaient plus ni chez leurs parents, ni chez un membre de leur famille. C'est-à-dire qu'elles étaient soit dans un foyer, soit elles étaient autonomisées et elles vivaient dans un appartement. Ce qui nous a interpellés, parce que c'est effectivement beaucoup plus important que ce qu'on peut observer en population générale, et ça correspondait à une situation qui était quasiment le double de ce qu'on pouvait observer chez les hommes. Et donc vous verrez que tout à l'heure, le volet qualitatif nous a permis d'essayer de comprendre ces différences qu'on pouvait observer dans le volet quantitatif et pour lesquelles on n'avait pas d'explication. Alors, de la même manière, on a mis en évidence également des spécificités concernant l'exposition au risque infectieux chez ces femmes usagères de drogue, des spécificités dans le cadre de l'exposition au risque pour les pratiques d'injection et des spécificités également dans le cadre de l'exposition au risque en lien avec la sexualité. Donc déjà, pour les pratiques d'injection, quand on a analysé les données quantitatives, on a été extrêmement surpris des résultats puisque on s'intéressait donc à la pratique de partage du matériel d'injection dans le dernier mois, donc, ce qui veut dire que la pratique de partage dans ce cas-là est fréquente. C'est l'indicateur qu'on retient pour considérer qu'il y a une exposition au risque récente. Et donc, il faut rappeler également que les usagers que nous avons recrutés ont été recrutés dans des centres où les seringues sont mises à disposition. Donc, c'est des usagers qui fréquentent, pour la plupart d'entre eux, quasi quotidiennement ces centres et donc qui ont accès aux seringues et au matériel d'injection. Alors, quelques éléments techniques. Pour réaliser une injection, il y a besoin d'une seringue, donc ça c'est connu, mais il y a également besoin d'un récipient pour préparer le produit. Et donc, également besoin d'un filtre, donc c'est généralement un filtre à cigarette ou un petit morceau de coton, et ce qui permet en fait d'éliminer des particules qui sont présentes dans les produits, et donc ces particules restent ensuite dans le coton ou dans le filtre, qui permet donc de filtrer la préparation qui sera ensuite injectée. Et donc l'ensemble de ces éléments, la seringue, le récipient, qui peut être une cuillère ou un petit récipient de type cup qui figure dans des kits d'injection qui sont distribués par les pouvoirs publics. Donc ces 3 éléments sont des vecteurs de transmission de l'hépatite C quand ils sont partagés par un premier usager qui serait contaminé par l'hépatite C, qui aurait utilisé la seringue, le récipient ou le filtre et qui le partagerait avec un autre usager. Et donc c'est la raison pour laquelle on avait choisi ces indicateurs comme des indicateurs d'exposition au risque. Et là, ce qui nous a beaucoup frappé quand on a fait l'analyse quantitative, c'est de voir que les niveaux de partage de ces matériels étaient beaucoup plus élevés chez les femmes que chez les hommes, puisque vous voyez qu'on a, pour le partage de la seringue, une femme sur 4 qui déclarait avoir partagé la seringue dans le dernier mois, alors qu'elle avait été recrutée dans un dispositif qui distribuait des seringues, donc 2 fois plus que les hommes. Pour le partage du récipient, le différentiel était encore plus important puisqu'on était aussi quasiment un quart
de femmes qui déclaraient avoir partagé le récipient dans le dernier mois versus 6% des hommes. Et pour le partage du filtre, c'est là où la différence était la plus importante. 26% des femmes déclaraient avoir partagé le filtre contre 4% des hommes. Donc, je ménage un peu de suspense, mais on aura ces explications, une partie des explications sur ces différences dans le cadre du volet qualitatif. Puisque la manière dont nous avions, c'est ce qui a été évoqué hier, quand on construit, et vous le savez tous, un questionnaire, on construit nos indicatifs a priori, et à partir du moment où la collecte des données est terminée, on ne peut pas revenir en arrière. Les données ont été collectées, et donc là on s'est retrouvé face à ces données, et on s'est dit voilà, on va présenter ces données d'exposition au risque extrêmement importantes au pouvoir public, mais en gros, qu'est-ce qu'il y a derrière ces données? Et ce que nous a permis de faire le qualitatif, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière ces données. Alors, concernant la sexualité et les prises de risque, là, ce qu'on voit, donc là, les indicateurs étaient recueillis au cours des 6 derniers mois, donc conformément à ce qui se fait dans les standards internationaux sur ces enquêtes. Et donc, en fait, on avait une proportion plus importante de femmes qui déclaraient avoir eu des relations sexuelles au cours des 6 derniers mois, 9 femmes sur 10 versus 3 quarts des hommes. Surtout le résultat, enfin, 2 résultats qui étaient qui montraient un différentiel important entre les hommes et les femmes, c'était le fait d'avoir un partenaire qui soit lui-même usager de drogue. Et donc, on voit que chez les femmes, 8 femmes sur 10 déclaraient que leur partenaire sexuel occasionnel était un usager de drogue versus la moitié des hommes. Et puis, le différentiel le plus important était concernant les relations sexuelles tarifées, soit en échange d'argent, soit en échange de drogue, ou soit en échange d'avantages matériels, par exemple, comme de l'accès à l'hébergement. On avait un tiers des femmes, quasiment, qui déclaraient avoir eu des relations sexuelles contre de l'argent ou des produits, versus 1% des autres. Alors, je vais passer maintenant à la présentation donc, des résultats issus de l'enquête qualitative pour vous montrer comment ensuite ces résultats sont venus éclairer un certain nombre de points morts qu'on avait dans le cadre de l'enquête quantitative. Donc, en termes de temporalité, ce que nous avons fait, c'est donc l'enquête quantitative a été effectuée. On a eu les résultats de l'enquête quantitative et ensuite on a mené donc un volet qualitatif qui nous a permis justement d'essayer de nous centrer sur certains résultats qui pour nous, nous posaient question. Alors, dans le volet qualitatif, on a pu explorer, donc, comme je vous le disais, la question des trajectoires de vie de manière beaucoup plus approfondie. Et donc, on a donné la possibilité donc, aux usagers ou aux usagères de drogue de se raconter longuement sur ces questions-là, ce qui n'était pas possible, nous, dans le cadre de notre questionnaire quantitatif. Et donc, ce qui est apparu très fortement comme une spécificité des femmes encore plus que des hommes, c'est que des ruptures de vie, qu'il y avait des ruptures de vie très importantes qui scandaient les trajectoires de ces femmes à différents moments de leur vie, donc tant dans l'enfance que dans l'adolescence et à l'âge adulte. Et en fait, ces ruptures de vie étaient une des explications de l'autonomisation précoce de ces femmes à l'âge de 16 ans. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure, en fait, on avait quasiment un tiers des femmes qui déclaraient ne plus vivre chez leurs parents ou chez un membre de leur famille à 16 ans. Et en fait, les entretiens nous ont permis de comprendre que cette autonomisation précoce était généralement liée à des épisodes de violence extrêmement importants qui avaient été vécus par ces femmes durant l'enfance et à l'adolescence et qui les avaient amenées à vouloir quitter de manière proportionnellement plus importante que les hommes le domicile familial. Donc, dans le cadre des entretiens qualitatifs, on a la moitié des femmes qui déclaraient avoir subi elles-mêmes des violences durant l'enfance et durant l'adolescence. Et pour l'autre moitié des femmes, elles avaient déclaré avoir pu observer et avoir été les témoins de violences qui étaient exercées à l'encontre d'autres figures féminines de leur famille. Donc, ça veut dire que dans les entretiens, sur les 99 femmes qui ont été interrogées, elles ont toutes abordé la question des violences sexuelles ou d'autres types de violences qui avaient pu être exercées envers elles ou envers d'autres figures de la famille. Alors que chez les hommes, et j'y reviendrai en conclusion, cette question-là n'a pas été abordée spontanément dans le cadre des entretiens.
Et alors, on peut, c'est une des difficultés de l'interprétation des données, penser effectivement qu'il y a certainement une exposition aux violences plus importante chez les femmes que chez les hommes, mais on peut aussi considérer qu'il y a un biais qui est lié à l'interaction de la situation d'entretien et également au fait que c'est peut-être plus compliqué pour les hommes de mettre en évidence leur vulnérabilité particulière sur ces questions-là, d'autant plus que les personnes qui ont réalisé les entretiens étaient des femmes dans le cadre de l'équipe de l'enquête, et donc cette difficulté particulière des hommes à évoquer les violences dont ils avaient pu être victimes ont fait que c'est une partie des données que nous n'avons pas pu collecter, et donc dans le cadre des enquêtes qualitatives, et c'est le cas aussi des enquêtes quantitatives, quand on va mettre en place la phase d'analyse des données, il est aussi extrêmement important de prendre en compte le contexte d'énonciation des données et les biais qui peuvent être liés à l'interaction entre l'enquêteur et l'enquêté. Donc un autre élément très important qui est apparu dans les entretiens, donc très nombreux entretiens, c'est que, comme l'extrait d'entretien là que vous voyez avec Pierrette, donc tous les prénoms sont modifiés afin de garantir l'anonymisation des données. Souvent, la violence au sein de la sphère familiale est évoquée ensuite dans les entretiens comme un motif, voire une justification de la part de ces femmes à l'initiation puis à l'ancrage dans l'usage de produits. Alors, je ne lis pas les extraits d'entretien parce que je n'ai pas le temps, mais vous aurez la possibilité d'avoir le diaporama avec les extraits. Alors, sur cette question, donc justement, d'initiation à la consommation, ce qui est ressorti également très fort dans les entretiens, c'est que l'initiation à la consommation de drogue et à l'injection correspondait chez les femmes le plus souvent à la mise en couple avec un conjoint usager de drogue homme. Et donc, ça renvoie également, ça nous permet d'éclairer un élément de la partie quantitative qui nous avait interpellés, c'était le fait que 80% des femmes usagères de drogue déclaraient avoir un partenaire sexuel qui était usager de drogue. Et ça, dans les entretiens, on a vu très fréquemment que la consommation de drogue, la période de l'initiation, mais ensuite la poursuite de la consommation, était souvent liée au fait d'avoir un conjoint usager de drogue et donc d'avoir une disponibilité du produit plus importante pour les femmes que pour les hommes, liée au fait de vivre avec un partenaire usager de drogue. Concernant l'initiation, on avait dans l'enquête quantitative 83% des usagers de drogue qui déclaraient avoir été initiés par un tiers, c'est-à-dire ne pas avoir réalisé soi-même la première injection. Et ce qui est intéressant, alors on avait malheureusement dans l'enquête pas pensé lors de la première enquête à poser la question de qui était l'initiateur, parce qu'on avait dû faire un choix dans les questions. Et dans l'enquête qualitative, ce qui est ressorti très fortement, c'est des différences concernant le contexte d'initiation entre les hommes et entre les femmes. Chez les femmes, l'initiateur était, dans la grande majorité des cas, le partenaire sexuel et un homme, alors que chez les hommes, aucun d'entre eux n'a déclaré avoir été initié par une femme dans le cadre d'une relation de couple, et les initiations ont été décrites comme se faisant parfois avec des femmes, mais dans un cadre plus d'initiation collective et jamais dans le cadre d'une initiation individuelle. Donc ces données qualitatives, elles nous ont permis aussi, dans l'enquête quantitative qui a été réalisée ensuite pour la deuxième édition de l'enquête Coquelicot, d'affiner la manière dont on avait envisagé le volet sur la première injection. Et donc là, dans l'enquête qui a été réalisée en 2011-2013, on a exploré la question des caractéristiques du partenaire d'injection. Et là, on s'est rendu compte que chez les femmes usagères de drogue, on est venu valider ce qui était apparu comme étant exploratoire dans le volet qualitatif, une donnée par le biais du quantitatif, où pour la grande majorité des femmes dans le volet quantitatif mené sur près de 2000 personnes, là on a montré que, effectivement, en quantitatif, la grande majorité des femmes, presque 8 femmes sur 10, il me semble, avaient été initiées par un partenaire sexuel lors de la première injection, ce qui n'était pas le cas chez les hommes. Alors, autre élément important qui est ressorti dans le cadre des entretiens,
c'est que la confusion des rôles entre le partenaire sexuel et le dealer, le fournisseur du produit, est décrite par les femmes comme la cause d'une escalade dans la consommation et une forme d'enfermement dans la dépendance. Alors, concernant l'exposition au risque, qui était un des éléments centraux, un des objectifs centraux de notre enquête, là encore une fois, les entretiens nous ont permis d'éclairer un certain nombre d'angles morts du volet quantitatif, puisque on a essayé de comprendre pourquoi il y avait ce différentiel aussi important concernant le partage de la seringue, du récipient ou du filtre. Et là, ce qui est apparu très fortement dans les entretiens réalisés avec les femmes, c'est que le partage du matériel d'injection au sein du couple était justifié par la proximité relationnelle et affective. Et donc, ce qui est intéressant également dans l'entretien, c'est les passages que j'ai surlignés, c'est qu'en fait, on voit que chez les femmes, elles évoquent le fait qu'elles entendaient parler du sida, mais qu'elles ne partageaient jamais, sauf avec le partenaire. Et ce qui est intéressant, là, je trouve, dans l'entretien avec Edwige, c'est qu'on voit que ce qu'elle évoque, c'est le fait qu'elle partageait son matériel uniquement avec son conjoint, qu'elle n'en avait même pas parlé avec lui, que ça ne le dérangeait pas lui, donc que comme ça ne le dérangeait pas lui, c'était possible pour elle pour elle, c'était normal de pouvoir partager son matériel. Donc la question qui se posait, c'était pas l'exposition au risque pour elle-même, mais le fait que ça ne dérange pas son partenaire qui l'avait amené à accepter de partager le matériel d'injection. Autre élément très important concernant l'exposition au risque, c'est dans le cadre des entretiens, la question des transactions entre le fait de se fournir, d'avoir accès aux produits et des relations sexuelles est évoquée comme une forme de contrainte latente et permanente, avec l'entretien de Pauline, donc qui explique, et c'est quelque chose qui est ressorti très fortement dans de très nombreux entretiens, c'est vrai que je me sentais un peu obligée, mais je fumais à volonté, je sniffais à volonté, j'étais comme chez moi, j'avais tout, donc j'avais l'impression que c'était un échange, mais en même temps, ce qui est évoqué, c'était un échange, mais c'était obligé. Donc c'est quelque chose également, cette question en fait, du fait d'avoir un accès facilité aux drogues et donc en échange de donner accès à son corps dans le cadre d'une sexualité pas choisie et donc qui rend plus difficile, on le verra, l'utilisation et la négociation du préservatif est quelque chose qui est ressorti dans les entretiens et qui nous ont permis également d'expliquer cette exposition au risque et la donnée quantitative que je vous présentais tout à l'heure sur le fait qu'un tiers des femmes usagères de drogue déclaraient avoir eu au cours des 6 derniers mois des relations sexuelles contre de l'argent ou en échange de produits. Alors concernant l'exposition au risque, il y a un autre élément que les entretiens ont mis en évidence et qui nous ont permis de comprendre ce différentiel, c'est que pour de nombreuses femmes, l'exposition au risque a été décrite comme faisant partie intégrante de la vie de couple, dans laquelle l'absence de protection, à la fois dans la pratique d'injection ou de rapports sexuels, peut constituer un gage de confiance. Et donc là, j'ai pris 2 extraits d'entretien qui viennent illustrer ces questions-là. Et donc, c'est quelque chose qui est important et qui nous a également permis non seulement de comprendre ce différentiel d'exposition au risque, mais qui nous a aussi permis d'améliorer ensuite la manière dont nous posions les questions dans le questionnaire quantitatif. C'est qu'on voit qu'un certain nombre de femmes nous expliquent que quand elles sont en couple, on partage tout, et donc on partage aussi le matériel d'injection, et on n'utilise pas de préservatif. Et surtout, un autre élément important, c'est que bon nombre de femmes nous expliquaient qu'elles ne prenaient pas de risques, mais quand on les interrogeait, pour elles, ne pas prendre de risques, ça veut dire partager son matériel d'injection, ou ne pas utiliser de préservatif, avec des amis, des personnes avec lesquelles on n'est pas dans une relation sexuelle régulière. Et donc, un certain nombre de femmes nous disaient « moi, je ne prends pas de risque, sauf avec la personne avec laquelle je vis ». Et donc, dans le cadre du questionnaire, on a ensuite modifié la manière dont on posait les questions, c'est-à-dire qu'au lieu de demander « est-ce que vous avez partagé au cours du dernier mois la seringue, le petit matériel », on a rajouté « même, ne serait-ce qu'une seule fois, même avec votre partenaire sexuel ».
Et en rajoutant cette précision, on a des déclarations au niveau du partage dans le volet quantitatif qui ont été multipliées par 2. On a fait des tests et on voyait que quand auprès des femmes, on posait la question sans mentionner la question du partenaire sexuel, les déclarations de pratique à risque étaient divisées, étaient sous-estimées de manière importante. Donc là, on voit que le volet qualitatif nous permet d'éclairer donc les angles morts, de comprendre le contexte d'exposition au risque, mais nous permet aussi d'améliorer ensuite la manière dont on va formuler les questions dans le cadre des enquêtes. Alors, je vais passer maintenant donc, à la discussion donc, sur les données, puis ensuite, je terminerai par une discussion un peu plus générale sur l'apport du qualitatif ou quantitatif. Alors, ce que nous a montré le volet épidémiologique, c'est que les femmes usagères de drogue donc, étaient particulièrement vulnérables vis-à-vis de l'exposition au risque, qu'elles cumulaient les pratiques à risque dans le domaine de l'injection aux drogues, par le biais du partage du matériel d'injection et en particulier de la récupération des filtres, j'y reviendrai, et également qu'elles s'exposaient au risque dans le cadre de la sexualité en ayant plus souvent un partenaire usager de drogue injecteur, plus souvent des rapports sexuels en échange de drogue ou d'argent. Et donc le volet socio-anthropologique, lui, nous a permis donc, de réinscrire les pratiques d'usage dans le contexte social et dans les réseaux d'interdépendance entre usagers, ce qui nous a permis de comprendre, ce que ne permettait pas de faire le volet épidémiologique, les logiques sociales qui vont sous-tendre les prises de risque et plus particulièrement de prendre en compte la question des rapports sociaux de genre dans l'exposition au risque. Et donc, ce qu'on a pu voir en confrontant donc, les données quantitatives et les données qualitatives, c'est que les stratégies de préservation de soi chez les femmes étaient souvent réduites par les faibles capacités de négociation qu'elles avaient dans le cadre de la prise de risque, qui étaient réduites donc par la dynamique sociale de la vie de couple. Alors, le volet socio-anthropologique, il a mis en évidence la dépendance que les femmes avaient vis-à-vis de leur partenaire sexuel pour l'approvisionnement en produits. Et donc, c'est un élément fondamental de l'exposition au risque. Ce qu'on a pu voir dans les entretiens que nous avons menés, c'est la mise en évidence des normes de l'usage, c'est-à-dire c'est celui qui fournit le produit qui passe en premier, et donc celui qui fournit le produit passe en premier, donc résultat, c'est lui, il y a 2 éléments. D'abord, il fournit le produit, donc il connaît, il maîtrise le moment de la consommation. Donc comme il maîtrise le moment de la consommation, celui qui fournit le produit peut lui avoir du matériel d'injection avec lui et prévoir le moment où il va consommer, alors que celui qui dépend de quelqu'un, et en l'occurrence les femmes, qui dépendent d'un partenaire sexuel pour l'approvisionnement en produits, ne va pas être à même de maîtriser le moment de la consommation. Et quand on n'est pas à même de maîtriser le moment de la consommation, on est donc plus vulnérable face au partage du matériel parce qu'on ne peut pas préparer le moment et donc on n'a pas systématiquement sur soi du matériel d'injection. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis les normes de l'usage, c'est celui qui fournit, c'est celui qui décide et donc c'est celui qui passe en premier. Et donc celui qui s'injecte en premier, ça veut dire que s'il s'injecte en premier, c'est lui donc il s'injecte avec faire son injection avec du matériel stérile, alors que le deuxième va être amené à s'exposer au risque de faire son injection avec du matériel qui est déjà contaminé par le VIH ou par l'hépatite C. Et donc en fait, les entretiens nous ont permis de comprendre comment se passait concrètement la séquence de consommation en lien avec ces normes de l'usage et ces rapports sociaux de genre. Alors, il y a un autre élément très important qui est ressorti par le biais du volet qualitatif, et là, qui est du domaine de l'interprétation, c'est qu'en mettant en parallèle les ruptures de vie de ces femmes usagères de drogue, leur situation actuelle et les discours qu'elles mettaient en avant sur l'attachement qu'elles pouvaient avoir à leur partenaire sexuel, ça nous a amené à émettre une hypothèse, qui est une hypothèse un peu forte, qui est le fait que la hiérarchisation des risques chez les femmes usagères de drogue peut les amener à faire passer le risque infectieux après le risque affectif et relationnel. Ce qui est ressorti très fortement dans les entretiens, c'est que pour une partie de ces femmes qui étaient dans des situations de rupture familiale, le risque était pour elles plus important de perdre la confiance de leur conjoint en refusant un partage de matériel d'injection ou en imposant l'utilisation du préservatif, et que pour elles,
ce risque affectif et relationnel, c'était plus important pour elle de conserver cette confiance en acceptant de partager, plutôt que, effectivement, d'être contaminée par le VIH ou par l'hépatite C, qui était considéré comme un risque annexe. Et cet élément, il est important parce qu'il a permis ensuite, j'y reviendrai en conclusion, de proposer des messages de prévention particuliers et des techniques d'intervention particulières auprès de ces femmes. Alors, ensuite, on n'a pas fait uniquement que passer du quantitatif au qualitatif. Le qualitatif nous a amené aussi à vouloir aller plus loin et à analyser différemment les données quantitatives. Donc, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était des données d'exposition au risque avec le partage de manière générale. Mais en fait, le partage recouvre différents types de situations, des modalités très différentes. Et quand on partage du matériel, on peut prêter son matériel, c'est-à-dire le donner à quelqu'un, ou l'emprunter. Quand on le prête, on ne court pas de risque pour soi, on fait courir un risque à l'autre. Et quand on l'emprunte, c'est soi-même qui s'expose au risque. Et donc, au vu des entretiens, on a fait cette analyse distincte qu'on n'avait pas du tout faite au départ. Et donc, en analyse multivariée, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu que le fait d'être une femme était un facteur associé au risque d'emprunt, avec un odds ratio de 5,4. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme, vous avez 5 fois plus de risque d'emprunter le matériel, alors que quand on s'est intéressé au prêt, pardon, je me suis trompée, donc le deuxième c'est le prêt. Pour le prêt, là, le fait d'être une femme était un facteur protecteur, c'est-à-dire que les femmes avaient tendance à moins prêter que les hommes. Donc en fait, en regardant la variable partage, on n'avait pas cette finesse d'analyse qui nous permettait de montrer que c'était l'emprunt en fait, et donc le fait d'être contaminé qui était le risque le plus important auquel s'exposaient les femmes. Alors pour terminer, je vais vous présenter maintenant de manière un petit peu plus générale quels sont selon moi en fait, quel est selon moi l'apport des méthodes mixtes mises en illustration par l'enquête que je viens de vous présenter. Alors, dans le cadre de notre enquête, les apports de l'épidémiologie et de la statistique ont été donc de pouvoir quantifier donc l'exposition au risque vis-à-vis de la transmission des maladies infectieuses, donc VIH et hépatite, par la description des pratiques d'exposition. Et donc, vous voyez, les données quantitatives que j'ai présentées sur 25% des femmes qui partagent leur seringue, 22% qui partagent la cuillère ou 26% qui partagent le filtre, c'est des données qui marquent, qui sont importantes quand on compare aux données des hommes. Donc en fait, cette quantification, elle est importante pour mesurer l'exposition au risque. On a pu également décrire donc, les profils sociodémographiques de différentes populations en intégrant la dimension du genre. Et l'apport de l'épidémiologie, c'est que la standardisation des outils de recherche a été un outil d'aide à la décision extrêmement important, puisqu'on a pu inférer les résultats à la population cible grâce au plan de sondage. Et en fait, cette standardisation des outils de recherche fait que quand les données ont été présentées au ministère de la Santé, ils ont décidé de mettre en place des mesures ciblées auprès des femmes usagères de drogue, en particulier autour des questions d'empowerment et d'autonomisation des femmes usagères de drogue. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est qu'en fait, ces données qu'on a pu exploiter d'un point de vue quantitatif, quand elles ont été présentées auprès des intervenants qui sont dans les structures, bon, ils étaient très contents parce qu'on utilisait des méthodes standardisées, mais ils nous ont dit en fait ce que vous démontrez dans votre volet quantitatif, nous on le connaît, vous venez uniquement valider par des chiffres des intuitions qu'on avait déjà observées sur le terrain. Donc en fait pour eux c'était important parce que ça leur permettait ensuite de faire valider ces intuitions et de disposer de budget pour la réduction des risques, mais en termes de production de connaissances pour le chercheur, c'est plus le volet qualitatif en fait, qui intéressait les intervenants de réduction des risques, parce que sur les niveaux d'exposition, ils étaient au courant, mais par contre, les récits auxquels on a eu accès et les processus qu'on mettait en œuvre, ils ne le connaissaient pas obligatoirement. Alors, concernant l'approche qualitative, là, les apports principaux, c'est que cette approche ne se situe pas dans une logique d'inférence, mais comme on l'a vu, plutôt dans une logique d'enrichissement, d'approfondissement et de réflexivité sur les données. Donc on a pu, dans un premier temps, approfondissement, enrichissement, approfondir les données du volet quantitatif. Comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, on a pu éclairer des angles morts de l'enquête,
faire émerger des questions nouvelles qui n'étaient pas préétablies comme des hypothèses à tester. Et donc, ce qui est intéressant dans une approche qualitative, on l'a déjà évoqué hier, mais c'est vraiment cette flexibilité de l'approche, c'est que dans les entretiens, on peut aller rechercher des choses au fur et à mesure, faire des entretiens en rajoutant un certain nombre de questions. C'est beaucoup plus évolutif qu'un questionnaire quantitatif qui est défini a priori. Mais au-delà de cet approfondissement, ce qui est intéressant pour moi également dans le cadre des méthodes mixtes, c'est la question de la réflexivité. Et donc, on est venu également, avec le volet qualitatif, interroger les données du quantitatif en ayant un regard réflexif sur la méthode et sur les catégories d'analyse. Et surtout, on est allé au-delà de la moyenne qui est produite par l'épidémiologie comme référence et on s'est intéressé à des histoires singulières. Un des résultats les plus importants pour moi permis par cette méthode mixte, c'est qu'en partant du sens que les individus accordent à leurs actions par le biais des discours, on est venu aussi déconstruire la vision objectivée et un peu normative que l'épidémiologiste peut avoir, et je me mets dans le lot aussi, de la rationalité des conduites. Et donc cette question de la hiérarchisation des risques différenciés pour les femmes usagères de drogue autour du risque affectif et relationnel perçu comme plus important que le risque infectieux, elle a été possible grâce à ces entretiens. Et là, c'est venu complètement déconstruire la vision qu'on pouvait avoir de l'exposition au risque qui était centrée uniquement sur, en gros, ce qui expose au risque, c'est de partager le matériel d'injection. Dans le volet qualitatif, ce qu'on a montré, c'est que le risque, ce n'est pas que le matériel d'injection, mais c'est également le risque social et affectif. Donc pour élargir, donc ce qu'on a montré donc dans l'enquête grâce à cette méthode mixte, et donc le risque n'était pas déterminé uniquement par les caractéristiques individuelles des individus, et qu'il fallait aller au-delà des facteurs de risque. On a montré donc l'importance de l'environnement social du risque et l'importance de l'attention accordée aux processus sociaux, relationnels et politiques impliqués dans l'exposition au risque. Et ça nous permet en fait de montrer que la vulnérabilité des femmes usagères de drogue, elle ne doit pas renvoyer à une vision naturaliste des phénomènes, mais elle doit vraiment être pensée sous l'angle des rapports sociaux de genre et les différentes sexuées. Donc, sont des constructions sociales, en fait, qui vont façonner les identités féminines et masculines et qui renvoient aussi à des questions de valeurs et de normes sociales. Donc, comme je le disais, un des résultats principaux de l'enquête, c'était vraiment cette confrontation, la vision objectivée du risque avec la vision subjective du risque. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour mettre en place ensuite des mesures de prévention qui soient adaptées, il est vraiment indispensable de prendre en compte l'expérience sociale des personnes, de restituer leur discours et leur logique argumentative, avec quand même comme limite également à prendre en compte le contexte d'énonciation des pratiques, ce que j'ai évoqué tout à l'heure concernant la comparaison entre les hommes et les femmes. Et donc l'intérêt des méthodes qualitatives, c'est de s'inscrire dans une vision réaliste et constructiviste du risque, qui est centrée vraiment sur les significations et les valeurs que les individus accordent au risque, en opposition à une vision plus positiviste du risque, qui est promue par l'épidémiologie et qui tend à se référer à des normes un peu établies de comportement. Alors, dernière diapositive. Donc, moi, dans le cadre des méthodes mixtes, je crois beaucoup à la complémentarité des approches, mais à une complémentarité des approches qui ne se fonde pas sur une juxtaposition des approches, mais sur vraiment une co-construction de l'objet de recherche, en étant conscient des apports et des limites de chacune des disciplines. Je crois aussi beaucoup aux allers-retours entre les disciplines et les méthodes, et donc avec l'idée de partir du quantitatif et du qualitatif, mais d'aller dans les deux sens. Et puis, pour reprendre la distinction faite par Alain Ehrenberg, pour moi, ce qui est important dans le cadre des méthodes mixtes, on pourra y revenir, j'espère, tout au long de ces journées, c'est de s'inscrire dans une méthode mixte avec une perspective totale pour analyser l'objet et pas être dans une perspective ensembliste. Une perspective ensembliste, c'est une perspective où une discipline va être au centre et une autre discipline ne va être qu'autour, alors que ce qui me semble important, c'est vraiment d'étudier l'objet en utilisant l'épidémiologie pour ce qu'elle est, la sociologie pour ce qu'elle est, mais en faisant des allers-retours permanents et en ne présupposant pas qu'une des disciplines va avoir une parole plus vraie, plus intéressante que l'autre pour analyser les données.
Et donc, le défi de cette double approche et son intérêt principal, c'est de pouvoir définir finement les pratiques et d'accéder également à la rationalité des acteurs en contexte. J'ai terminé.